Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La journaliste russe qui avait brandi à la télé une pancarte contre la guerre devient correspondante pour un média allemand. Elon Musk renonce à siéger au conseil d'administration de Twitter. Et puis une très belle série documentaire sur la faune et la flore de la Méditerranée. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. En première place, France 2, un lancement réussi pour la série policière Meurtre au paradis. 4 322 000 téléspectateurs étaient devant cette série, c'est 19,8% de part d'audience. En deuxième place, M6, un joli succès pour la grande soirée de leurs 35 ans. 3 220 000 téléspectateurs, soit 15% de part d'audience. On leur a porté chance. Absolument. Et puis en troisième place, TF1 avec Clem. La série remonte un petit peu mais reste assez faible. 2 714 000 téléspectateurs. C'est 12,7% du public devant son écran. Culture Média. On ouvre ce journal en partant à l'international. La journaliste russe qui avait brandi une pancarte contre la guerre, vous l'avez dit, devient correspondante pour un média allemand. Elle est devenue une héroïne dans le monde entier depuis son irruption au journal télévisé russe. Elle avait brandi en direct une pancarte qui critiquait l'opération militaire de Moscou en Ukraine et qui dénonçait la propagande des médias contrôlés par le pouvoir. Marina Ovsianikova avait été arrêtée puis condamnée à une amende. Et hier, le quotidien allemand Die Welt a annoncé que cette journaliste rejoignait l'équipe en tant que correspondante en Ukraine et en Russie. Elle écrira donc désormais pour le journal et contribuera régulièrement à la chaîne d'information télévisée du groupe. Le rédacteur en chef de ce quotidien conservateur a déclaré, je cite, « Marina Ovsianikova a défendu les vertus journalistiques les plus importantes et ce, malgré la menace d'une répression étatique. » Fin de citation. Rappelons qu'à ce jour et dans le cadre de la récente loi qui sanctionne lourdement toute fausse information, entre guillemets, sur l'armée russe, la journaliste risque encore des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Dans l'actualité également, toujours à l'international, Elon Musk qui renonce à siéger au conseil d'administration de Twitter. Et oui, le feuilleton Elon Musk Twitter continue. On vous en a déjà parlé ici la semaine dernière. Le PDG de Tesla et de SpaceX est devenu le principal actionnaire de Twitter en rachetant 2,9 milliards de dollars d'actions, ce qui correspond à 9% de l'entreprise. Et hier, après une semaine de flottement, Parag Agrawal, le directeur général du réseau social, a annoncé dans un message adressé au personnel qu'il a partagé bien sûr sur Twitter que Elon Musk renonçait finalement à siéger au conseil d'administration de la plateforme. Parag Agrawal a ajouté ce commentaire je cite « Je crois que c'est pour le mieux ». Fin de citation. Il a toutefois précisé que le conseil d'administration restait encore ouvert à la participation du milliardaire. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Est-ce qu'on en sait plus sur l'objectif d'Elon Musk dans cette entreprise ? Beaucoup de questions mais pas beaucoup de réponses, Philippe. En fait, le milliardaire reste très mystérieux. Il semble même brouiller les pistes sur ce qu'il souhaite faire dans l'entreprise. Juste après cette annonce de Parag Agrawal, Elon Musk a réagi en tweetant simplement un emoji qui pleure de rire sans autre commentaire. Tweet qu'il a finalement supprimé par la suite. Ce matin, il n'était plus disponible. Alors rappelons qu'Elon Musk est un utilisateur très actif de ce réseau social. Son compte figure parmi les 10 les plus suivis au monde. Et l'entrepreneur a plusieurs fois critiqué Twitter dans ses propres tweets en considérant que la plateforme allait trop loin dans la modération des contenus. Dimanche, il a proposé à ses abonnés 2 nouveaux sondages plutôt étonnants. Le premier était « Faut-il supprimer le W dans Twitter ?» avec comme choix de réponse « Oui » ou bien sûr. Le deuxième sondage n'est pas moins étonnant puisqu'il demandait s'il fallait, je cite, convertir le siège de Twitter à San Francisco en abri pour les SDF puisque personne n'y va de toute façon. Fin de citation. Et encore une fois, ce matin, ces 2 tweets n'étaient plus visibles sur son compte. Il est donc encore très difficile de cerner les volontés d'Elon Musk dans cette entreprise dont il est désormais le principal actionnaire. On revient en France avec cette information. Marine Le Pen ne souhaite pas d'Anne-Sophie Lapix pour animer le débat de l'entre-deux-tours. Oui, c'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le président du Rassemblement national par intérim, Jordan Bardella, sur CNews, dans l'émission de Pascal Praud. Il y a des gens, par exemple, que vous voulez pas ? Oui, on s'est exprimé. Marine Le Pen ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix anime le débat. Parce qu'il y a un tel parti pris, et Anne-Sophie Lapix, que je respecte en tant que journaliste, mais elle n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit. Et c'est vrai que, d'ailleurs, même Emmanuel Macron ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix présente. Et effectivement, Emmanuel Macron pourrait également s'opposer à la présence d'Anne-Sophie Lapix pour le débat. On vous en a parlé la semaine dernière. Selon Télérama, le président apprécierait peu le travail de cette présentatrice. Ce débat de l'entre-deux-tours aura lieu mercredi 20 avril en prime time. Il est organisé par TF1
1 et France 2. Et les deux chaînes doivent proposer ensemble un duo de présentateurs à la fois paritaire et au profil équivalent. Et ces deux journalistes doivent aussi être validés par les candidats en lice. Pour l'instant, aucune certitude sur l'identité des journalistes qui présenteront ce débat, mais plusieurs noms circulent, comme ceux de Gilles Boulot, Léa Salamé ou encore Anne-Claire Coudray. Et à noter que c'est pas la première fois qu'un candidat s'oppose à la présence d'un journaliste pour ce débat. En 2017, Marine Le Pen avait déjà refusé qu'Anne-Claire Coudray présente le débat d'entre-deux tours. C'était donc Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric qui s'étaient chargés d'animer cet échange. Et on termine ce journal en allant se balader dans la nature. France 2 diffuse ce soir une série documentaire sur la faune et la flore de la Méditerranée. Il existe tout près de nous un monde où la nature cache encore certains de ses plus beaux secrets. Une entaille dans l'écorce terrestre entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. La Méditerranée. Vous avez peut-être reconnu cette voix, Philippe ? Je le savais parce que je connais l'infomédia, c'est Camélia Jordana. Absolument, c'est la chanteuse Camélia Jordana qui commande toute cette série documentaire en voix off pour raconter cette mer et cette région densément peuplée par les humains depuis des siècles. Des tortues kawan au thon rouge en passant par les aigles de mer, les flamants roses ou les oliviers, la Méditerranée renferme une biodiversité particulièrement riche. Fred Fouja, le réalisateur de la série, nous explique la spécificité de la faune et de la flore de cette petite mer semi-fermée. La Méditerranée, c'est seulement 1% de la surface de l'océan mondial. Et pourtant, il y vit 10% de la biodiversité du monde. Donc, c'est absolument énorme. Et surtout, il y a des espèces endémiques, c'est-à-dire que ces espèces qui se sont développées uniquement en Méditerranée, et comme la posidonie, qui est une plante miraculeuse qui fabrique de l'oxygène en grande quantité, comme le phoque-moine, on le trouve uniquement en Méditerranée. Cette mer, elle est fermée, elle est isolée, elle est particulière. Le tournage de cette série documentaire a nécessité 4 ans de travail dans plus de 15 pays. 40 chefs opérateurs, 12 co-réalisateurs et 15 co-auteurs ont participé à l'élaboration de cette série. Une super production qui permet de mieux sensibiliser les téléspectateurs à la fragilité de l'écosystème et à la menace qui pèse sur la biodiversité de cette région du monde. C'est ce que nous explique Frédéric Fouja. Dans cette série, on raconte des histoires incroyables de comment le vivant répond à nos activités. C'est-à-dire que depuis 10 000 ans, on met une pression intense sur ce bassin méditerranéen. Et les animaux, ils nous connaissent très bien. Donc, ils ont répondu, ils se sont adaptés. Certains pas, d'ailleurs. Il y en a qui ont disparu, bien sûr. Donc, oui, le message, c'est un grand message sur comment le vivant s'adapte à nous et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire en sorte qu'ils se maintiennent. Ça, on l'a vu partout dans la Méditerranée. Quand on fiche la paix à la nature, c'est-à-dire quand on décrète qu'une surface marine est protégée, mais je vous assure, en 5 ans, la vie revient. Donc ça, c'est une grande chose il faut appuyer les politiques parce que la volonté est là, mais les aires marines protégées, c'est vraiment un bénéfice extraordinaire pour la nature. Méditerranée, l'Odyssée pour la vie. Cette série documentaire se compose de 6 épisodes de 60 minutes. Les premiers épisodes sont diffusés ce soir à 21h10 sur France 2. Ils sont également disponibles sur France.tv. Incroyable ce chiffre. 1% des océans, 10% des espèces. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Héloïse pour un nouveau journal. Dans un instant sur Europe, notre info média du jour, Le Monde in English, le grand quotidien français, propose depuis la semaine dernière une sélection de ses articles traduits en anglais. Est-ce que le monde part à la conquête du monde ? C'est la question qu'on va poser au président du directoire du Monde, Louis Dreyfus. À tout de suite. L'émission référence sur les médias, C'est Europe 1 Culture Média.